Maintenant que nous avons considéré la manière théorique de résoudre un problème d'optimisation, passons à leur résolution pratique. L'objectif est ici différent. Il s'agit d'écrire une procédure numérique qui va résoudre de manière approchée le problème d'optimisation rencontré. Nous nous limiterons ici au cas simple d'un problème sans contrainte. Dans ce cadre, l'algorithme de descente de gradient est la première brique à connaître. Une interprétation potentielle est la suivante. Pour une fonction différenciable, on peut approcher la fonction objectif par une fonction affine. Pour la minimiser, on peut alors tenter de minimiser cette approximation du premier ordre. Cela revient à choisir comme direction de modification de x la direction opposée au gradient courant. Ainsi, en partant d'un point x0, le nouveau point sera x égale x0 moins alpha fois le gradient de f en x0. Alpha est ici un terme positif, appelé le pas, qui contrôle la vitesse de décroissance dans la direction du gradient. Ce choix de alpha est crucial et sera étudié dans la suite extensivement. On peut alors écrire le pseudocode pour l'algorithme de descente de gradient. Tout d'abord, il prend en entrée un point de départ x0, un nombre maximum d'itérations grand T, le pas alpha, et enfin un critère d'arrêt qui dépend d'un nombre epsilon. On boucle ensuite sur t plus petit que grand T en mettant à jour xt plus 1 comme la différence entre x à l'instant t et alpha fois le gradient de f pris en x de t. Enfin, on peut arrêter la boucle si jamais un certain critère de convergence est plus petit que epsilon. En pratique, on considère des critères comme la norme du gradient de l'itéré ou l'écart entre deux itérés. Graphiquement, l'évolution d'un tel algorithme est affichée sur une fonction simple. On calcule le gradient à un instant donné, puis on descend dans cette direction. Enfin, on répète cette opération, ici, 5 fois. Regardons l'impact du choix de alpha en pratique. Ce paramètre est de loin le plus important à bien régler. Sur cet exemple, en dimension 1, la première figure illustre le choix d'un pas excessivement grand. Il se peut que l'on ne fasse même pas décroître la fonction objectif à chaque étape. Sur la fonction représentée, on rebondit de proche en proche en divergeant vers l'infini. En étant moins drastique, avec un choix de pas un peu moins grand, on voit qu'on peut encore osciller. Cette fois, le pas est encore grand et la convergence est très lente. Mais au moins, il y a maintenant convergence. Dans le cas d'un choix de pas satisfaisant, la descente est très rapide. C'est le type de comportement que l'on souhaite rencontrer en pratique. Notez qu'ici, les flèches ne sont pas dessinées pour éviter de surcharger le dessin. Enfin, en prenant le pas encore plus petit, la méthode va toujours converger. Mais cette fois, deux itérés successifs sont tellement proches l'un de l'autre que l'on va obtenir une convergence très lente. Potentiellement, si le pas est numériquement trop petit, l'algorithme fait même du surplace. Nous avons illustré le choix du pas en dimension 1, mais on peut encore voir le même type de phénomène en dimension 2. Ici, ne sont représentés que le cas extrême d'un pas trop grand, menant à une divergence, et celui d'un pas trop petit, qui induit une convergence trop lente de l'algorithme. Le choix du pas est une question délicate, qui peut avoir des réponses variées selon la nature du problème. Un besoin qui peut apparaître est de modifier le pas à chaque étape de descente. Si la bonne direction est claire, à l'étape t, la meilleure direction est d de t, qui est l'opposé du gradient de f en x de t, celle du pas l'est moins. Une première solution possible est de résoudre un problème unidimensionnel en alpha. Il s'agit de trouver alpha tel que f de x de t plus alpha fois dt soit le plus petit possible. Si ce problème est simple à résoudre, la règle de l'optimisation peut être adaptée. Une autre règle, qui est, elle, toujours envisageable, est la règle d'Armijo. Bien que la règle explicite soit rappelée ci-contre, on va plutôt regarder comment elle fonctionne en pratique sur un dessin. Dessinons l'écart entre la fonction f au point xt et la fonction f au point xt plus alpha fois le gradient de f en xt. C'est la courbe en gras sur le dessin.
La droite de pente moins la norme du gradient au carré est la droite tangente à cette courbe au point 0. En choisissant un nombre sigma entre 0 et 1, on peut déterminer une région de pas où la décroissance de la fonction est plus rapide qu'une proportion sigma fois la vitesse de décroissance en prenant la pente correcte. Si sigma égale 0, on cherche par exemple à trouver les régions qui font décroître l'objectif. Si sigma est un petit peu plus grand, on est juste un tout petit peu plus ambitieux et l'on veut garantir une décroissance sigma fois la meilleure pente. Les régions acceptables sont donc les régions de pas qui donnent des valeurs sous la droite de pente moins sigma fois la norme du gradient au carré. On initialise le choix pour une valeur S arbitraire. Le cas illustré montre que S n'est pas accepté. On multiplie alors S par un facteur bêta plus petit que 1 et on regarde si le nouveau pas est dans la zone d'acceptation ou non. Pour notre exemple, ce n'est toujours pas le cas. On recommence donc l'opération. On multiplie par le même facteur bêta et l'on obtient un nouveau pas à tester. Ici, le pas obtenu est bien dans la zone d'acceptation. On a donc terminé et trouvé un pas admissible en faisant 2 itérations. Il y a 3 paramètres à choisir pour la règle d'Armijo. Les ordres de grandeur pratiques sont les suivants. S, souvent pris égal à 1, bêta, égale 1/2 ou 1/10, cela revient à diminuer par 2 ou par 10 la taille du pas à chaque étape. Et enfin, sigma est souvent choisi entre 10-1 et 10-5. Nous allons aborder maintenant une méthode de second ordre appelée méthode de Newton. Celle-ci repose sur un algorithme pour trouver les points où une fonction s'annule. Pour l'optimisation, nous appliquerons cette méthode pour chercher des points où le gradient s'annule. Pour annuler une fonction, on fait de nouveau une approximation linéaire de cette fonction et l'on cherche le point où l'approximation s'annule. La règle pour trouver un 0 est de mettre à jour itérativement un point courant par la relation xt plus 1 devient xt moins le ratio de la dérivée en xt sur la valeur de f en xt. Algorithmiquement, il suffit donc d'itérer cette règle jusqu'à obtenir convergence. Le critère de convergence, le point initial et le nombre maximum d'itérations sont de nouveau au choix de l'utilisateur. Visuellement, on montre quelques étapes de cette méthode pour trouver un point où f est nul. Dans le cas affiché en 4 itérations, l'algorithme semble visuellement converger. Une autre manière d'appliquer cette méthode pour trouver un minimum de f consiste à approcher f par un polynôme d'ordre 2. On minimise alors cette approximation quadratique. Pour des fonctions de dimension quelconque, la formule de mise à jour est explicite si la hessienne est inversible. On obtient la règle suivante, xt plus 1 s'obtient comme la différence entre xt et l'inverse de la hessienne fois le gradient pris au point courant x de t. L'algorithme qui s'ensuit met récursivement xt plus 1 à jour selon cette formule. Visuellement, le comportement de l'algorithme en dimension 2 est ainsi illustré. x0 est l'initialisation et x étoile le minimum recherché. On approche tout d'abord la fonction par une approximation d'ordre 2. Cela revient à approcher la courbe par une ellipse. Le nouvel itéré correspond alors à prendre le centre de cette ellipse. On recommence à prendre l'ellipse tangente à la ligne de niveau de notre courbe en x1, et le nouvel itéré est de nouveau le centre de l'ellipse. On continue ce procédé de manière itérative. Il est bon de noter que cette méthode est très rapide à converger en termes de nombre d'itérations, mais hélas, chaque étape peut être coûteuse à résoudre du fait du système linéaire à résoudre lié à l'inverse de la hessienne. Ce point termine la partie sur l'analyse et l'optimisation. Dans la suite, nous verrons quelques applications aux statistiques de ces concepts. L'utilité de ces notions sera particulièrement claire pour la compréhension de la méthode des moindres carrés.